Notre ordre du jour appelle le débat sur la réforme des retraites. Je souhaite, même s'il s'est déjà exprimé une fois, souhaiter la bienvenue au ministre, ici au Sénat, dans le cadre de ses fonctions, et lui souhaiter le meilleur pour une fonction qui s'engage d'une manière un peu délicate, mais c'est ainsi dans la vie ministérielle. Donc, je vous souhaite le meilleur. Notre séance s'organisera en deux temps, je vous le rappelle. Après l'intervention du représentant de la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président, chacun des groupes va disposer de 5 minutes à raison d'un orateur par groupe, puis le gouvernement leur apportera la réponse. Ensuite, nous procéderons à un débat interactif de 15 questions-réponses. Je vais immédiatement donner la parole à notre collègue Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi portant réforme des retraites doit être présenté au Conseil des ministres, semble-t-il, le 24 janvier, donc d'ici une quinzaine de jours. Mais cela, Monsieur le Ministre, fait déjà plus d'un mois qu'a débuté un mouvement social d'ampleur, et cela fait plus longtemps encore que, bien au-delà des syndicats et des grévistes, les Français se posent des questions sur l'avenir de leur retraite. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, la Commission des affaires sociales a souhaité l'organisation de ce débat ici au Sénat dès la rentrée, afin que le Parlement et à travers lui le plus grand nombre de nos compatriotes puissent dès à présent y voir clair sur l'essentiel. Qu'elles s'inscrivent dans le présent, dans un proche avenir ou dans une perspective lointaine, chacun se sent évidemment concerné par la retraite. De ce fait, il s'agit d'un sujet politique hautement inflammable. Pour qu'une réforme, a fortiori un changement complet de règles de calcul soit acceptable, il faut que les Français, Monsieur le Ministre, aient confiance dans ce qui leur est proposé. Or, on ne peut que constater qu'ils ne font guère confiance au gouvernement. Pour partie, cela s'inscrit dans une évolution générale et préoccupante de défiance dans la parole publique. Mais pour partie, cela vient directement des actions du gouvernement que le Sénat a régulièrement dénoncées. Ainsi, comment croire dans des promesses de maintien de niveau de vie des retraités, dans une sanctuarisation de l'évaluation de la valeur du point, comme dit le Premier ministre, quand, depuis 3 ans, le gouvernement ne cesse de fouler aux pieds l'actuelle règle de revalorisation censée garantir que les pensions progressent au même rythme que l'inflation. Après le gel des pensions en 2018, après le quasi-gel de celle-ci en 2019, assorti d'une augmentation de 1,7 de la CSG sur les pensions, après la reconduction de cette mesure en 2020 pour les retraités dont la pension dépasse 2 000 €, de ce point de vue, le gouvernement a tout fait pour démonétiser sa propre parole et celle, malheureusement, de ses successeurs. Par ailleurs, comment faire partager l'idée de travailler plus longtemps quand le président de la République, durant sa campagne, n'a cessé de répéter qu'il ne toucherait pas à l'âge légal de départ à la retraite sans jamais évoquer un quelconque âge pivot. Quand ce même président clamait haut et fort son refus des réformes paramétriques, et alors que, depuis 3 ans, vous n'avez cessé de vous opposer aux initiatives du Sénat visant à augmenter progressivement l'âge légal de départ à la retraite. Comment les Français pourraient-ils s'y retrouver après de telles incohérences et un tel manque de pédagogie? Enfin, comment nos concitoyens pourraient-ils croire à l'impérieuse nécessité de redresser les comptes de la branche vieillesse quand, depuis 2 ans, le gouvernement a artificiellement réduit de 2,6 milliards € les recettes de cette même branche, en ne compensant ni la désocialisation des heures supplémentaires, ni la baisse du forfait social. Le gouvernement a été prompt à
présenter ces mesures comme des cadeaux aux salariés et aux entreprises. Certains pourraient avoir le sentiment qu'on leur présente désormais la facture. Face à un État impécunieux et à un système de retraite en déséquilibre structurel, comment les différents régimes ayant accumulé des réserves pour garantir leurs engagements futurs pourraient-ils ne pas interpréter le régime universel comme une tentative de « hold-up » d'un État cigale qui devra notamment faire face aux pensions de ses fonctionnaires avec un ratio démographique de plus en plus défavorable. En somme, Monsieur le ministre, le gouvernement a tout fait depuis le début du quinquennat pour créer le doute et la confusion dans l'esprit de nos compatriotes lorsqu'il est question des retraites. Il a, hélas, parfaitement réussi et ne doit donc pas s'étonner de récolter de la défiance face aux promesses qu'il formule, notamment en termes de justice sociale et de maintien de pouvoir d'achat des retraités. Dans ce contexte, il est nécessaire que nous prenions le temps de faire le point sur le projet de réforme du gouvernement alors que s'achève la phase de concertation et que la rédaction de l'avant-projet de loi est presque finalisée. La formule de ce débat est vivante puisque, après les interventions liminaires de différents groupes politiques, s'engagera une séquence de questions-réponses qui devrait nous permettre de balayer de nombreuses questions que se posent nos concitoyens et les parlementaires que nous sommes. Reconnaissons, Monsieur le ministre, pour l'instant, reconnaissons que les sujets d'interrogation, voire d'inquiétude, ne manquent pas. Je pense aux conséquences du basculement du calcul des pensions en trimestre vers un système à points, notamment quand on a connu une carrière hachée en raison de périodes de chômage ou quand on s'est arrêté pour élever des enfants. Je pense à l'évolution du calcul des avantages familiaux qui risque de pénaliser de nombreuses familles, tout particulièrement les familles de 3 enfants. Je pense à la transition pour les personnes relevant de l'un des régimes appelés à disparaître. Et si l'on a beaucoup parlé d'un ou deux régimes spéciaux, cela concerne bien davantage de personnes, notamment les travailleurs indépendants. Je pense aussi à l'équilibre financier, car à force de concessions discrètes et ciblées aux grévistes disposant des plus grandes capacités de nuisance, le gouvernement pourrait bien réaliser l'exploit de proposer une réforme qui mécontente une majorité de Français tout en plombant nos finances publiques. Les questions, Monsieur le ministre, risquent d'être nombreuses et précises. En ouvrant ce débat, j'espère que vos réponses, contrairement aux réponses que nous avons eues précédemment, le seront tout autant et permettront d'éclairer le Sénat. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant aux orateurs inscrits. Tout d'abord pour le groupe de La République En Marche, notre collègue Martin Lévrier. Je rappelle que chacun dispose de 5 minutes et que je serai attentif au respect du temps pour que ce débat soit à la fois vivant et ramassé. Ça va. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, dès sa conception, le système de retraite pour l'ensemble des Français avait pour objectif l'équité et la volonté d'une logique universelle. Pourtant, au fil du temps, il s'est complexifié afin de s'organiser autour de logiques catégorielles. Logique respectable et cohérente, car répondant à un temps où l'on cotisait à une même caisse toute sa vie. De ce système s'est installé des régimes à différentes vitesses, créant des incompréhensions entre les Français. Et les réformes paramétriques, quasi toutes à la recherche d'un équilibre budgétaire, ont démultiplié la complexité et ont fini par opposer les Français au lieu de les unir. Oui, mes chers collègues, la défiance en notre système actuel de retraite est généralisée. Les seuls Français qui pensent sereinement à leur retraite sont ceux qui ont conservé le même travail toute leur vie et ont été inscrits dans une caisse de retraite complémentaire avantageuse. Oui, mes chers collègues, la défiance en notre système actuel de retraite est généralisée. Et pour cause. Comment accepter de ne pas avoir les mêmes droits en fonction de la caisse où l'on cotise? C'est ainsi que nous sapons la solidarité entre les générations, cœur du principe de répartition sur lequel notre système repose. Solidarité,
simplification, équité, équilibre financier. Replacer ces 4 objectifs au cœur du système de retraite dans le respect des promesses du candidat Macron à la présidentielle et dans la philosophie voulue par ses concepteurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, telle est l'ambition de cette réforme. Et pour ce faire, elle doit être systémique, tout en gardant son objectif d'équilibre financier à moyen terme. Citons quelques piliers qui en feront sa stabilité. L'universalité, avec un système unique de cotisation par points. La solidarité, par la suppression des 42 caisses et la confortation de notre régime de répartition. L'équité, car chaque euro travaillé donnera les mêmes droits à chacun. Une gouvernance ouverte qui garantit la prise en compte de tous, la stabilité à long terme et la certitude que la valeur du point et les pensions ne régresseront pas. La protection des plus fragiles. Je me dois ici de tordre le cou à certains détracteurs qui aiment à laisser penser que le système que nous entendons mettre en place favorise la capitalisation. C'est simplement faux. Le système universel fera cotiser chacun à hauteur de 28% de ses revenus jusqu'à un plafond de 120 000 € annuels contre 324 000 € actuellement. En d'autres termes, les droits à la retraite universelle par répartition se feront sur l'ensemble des revenus jusqu'à 120 000 € par an. Au-delà, il sera demandé une cotisation de solidarité de 2,81 %. Cette cotisation ne donnera aucun droit à point de retraite, mais servira à la solidarité nationale. Les Français conçoivent que le système universel est le meilleur système à la condition qu'il soit redistributif, solidaire et par répartition. Et c'est bien dans cette logique que les syndicats réformistes sont prêts à accompagner cette réforme. Pour autant, dire régime universel ne veut pas dire régime unique. Il veut dire qu'un euro cotisé, quel que soit son métier, ouvrira les mêmes droits. Parler d'universalité impose des réflexions sectorielles. Elle impose même des réflexions sur les spécificités de chacun et demande des aménagements clairs et consensuels. C'est la raison pour laquelle un nouveau cycle de discussion s'est ouvert ce matin avec les organisations syndicales. Ils se sont rassemblés aujourd'hui autour du gouvernement pour lancer des travaux autour de 4 objectifs qui font consensus et qui sont concentrés sur la pénibilité et les seniors. De plus, le Premier ministre, à l'issue de cette réunion, leur a proposé un rendez-vous vendredi matin afin de définir les contours de la conférence de financement de la future réforme des retraites, répondant ainsi positivement à la demande de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Ainsi, après plus de 2 ans de concertation avec l'ensemble des concitoyens et en particulier avec les partenaires sociaux, il ne fait plus aucun doute que l'idée d'universalité ainsi construite est partagée. Aussi, loin des débats politiciens, car dans cette réforme, nous engageons tous les Français pour des dizaines et dizaines d'années. Nous savons, nous tous sénateurs de cette Assemblée, que la cristallisation des mécontentements s'est opérée autour du seul volet paramétrique de cette réforme, l'âge d'équilibre à 64 ans. La proposition du Premier ministre est un premier pas. Notre débat peut apporter des éléments constructifs et consensuels permettant un compromis acceptable par toutes les parties. Mes chers collègues, je crois en la solidarité intergénérationnelle, je crois en notre système de répartition, je crois en la capacité de notre Chambre pour être porteuse de propositions positives qui correspondent à la hauteur de cette réforme que les Français méritent. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cheminots, agents des transports urbains, salariés des transports routiers, des raffineries, d'EDF, d'Air France, enseignants, avocats, paramédicaux, etc., etc. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à tous ces salariés qui, depuis maintenant plus d'1 mois, se mobilisent courageusement contre le projet de réforme des retraites à travers un mouvement social de grande ampleur et soutenu largement par la population. Malgré cela, votre gouvernement a décidé de passer en force cette réforme, et cela sans concertation. Votre attitude est irresponsable quand on sait qu'une très large majorité des citoyens est opposée à ce projet, et ce, depuis la sortie du rapport Delevoye, feu Monsieur Retraite, dont les mensonges et la tricherie lui ont coûté
d'être sur le banc de touche. Et ce n'est pas vous, monsieur le ministre, qui n'avez en fait qu'un but ultime, alimenter les fonds de pension gérés par BlackRock, qui changera la donne. Face à la colère massive et à la détermination des travailleurs de l'ensemble des secteurs professionnels, votre gouvernement a certes été contraint de descendre de sa tour d'ivoire, mais les pseudo-concessions accordées sont très loin de satisfaire la population. Au contraire, plus les membres de votre gouvernement y vont de leur annonce, plus ils renforcent l'élan de solidarité interprofessionnelle, car plus personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris en effet que cette volonté de réforme vise à obliger les salariés à travailler plus longtemps pour toucher moins de pension. D'autant que vous avez bien annoncé votre volonté de bloquer les dépenses des retraites à 14% du PIB. Avec des retraités plus nombreux et des dépenses bloquées, il faudra alors nous expliquer comment le montant des pensions ne baissera pas mécaniquement. Malheureusement pour vous, la lutte sociale a permis de mettre au grand jour toutes les duperies, se cachant derrière les mots de système universel de retraite par points. L'universalité mise en avant n'est qu'une illusion pour masquer le véritable objectif, niveler les droits sociaux vers le bas. D'abord en incitant les salariés à travailler plus longtemps, avec un recul de l'âge de départ à la retraite à taux plein à 64 ans, voire plus, âge pivot ou pas. Le gouvernement va faire payer aux salariés son désengagement du financement des retraites. Les politiques successives que vous poursuivez, exonération de cotisations sociales et casse de l'emploi, entraînent un chômage de masse et minent les comptes de la sécurité sociale. Vous organisez le déficit de la sécurité sociale pour mieux la casser. Ensuite, vous vous attaquez également directement au montant des retraites. D'une part, par le biais du système par points, système bien connu des Suédois et Allemands, dont les retraités sont les plus pauvres en Europe. Ce régime permet en effet d'ajuster la valeur du point en fonction des variations du marché. Ainsi, les salariés ne connaîtront le montant de leur pension qu'au moment de partir à la retraite, avec comme mauvaise surprise un faible revenu qui les incitera malheureusement à travailler plus pour l'augmenter. Sincèrement, je pense que vous ne mesurez pas, ou alors vous n'en avez que faire de ce que cela représente, par exemple, pour des ouvriers du bâtiment, d'usines, des déménageurs, des femmes de ménage, etc., de travailler encore plus longtemps. D'autre part, en calculant le montant des pensions sur l'ensemble de la carrière des salariés du public comme du privé, les salariés aux revenus modestes dont la carrière a été entrecoupée de périodes de chômage qui sont entrées tard sur le marché du travail ou les femmes déjà pénalisées par les inégalités salariales et sociales feront partie des grands perdants de votre réforme. Nous sommes dans le camp de ceux qui défendent le progrès social et j'attire à ce titre votre attention sur la pétition retraite en ligne depuis dimanche dont nous sommes signataires avec d'autres personnalités politiques, syndicales, des artistes, des chercheurs. Nous vous demandons encore une fois de retirer votre projet de réforme de retraite par points et d'améliorer notre système de retraite par répartition sur ses bases actuelles. Nous avons des propositions. Les syndicats vous ont fait part de leurs propositions, mais évidemment, vous n'avez pas écouté. En réponse, vous avez envoyé votre texte au Conseil d'État et inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès le 17 janvier ce projet de loi. Véritable provocation, mais comment pourrait-il en être autrement de votre part? Les salariés restent déterminés et seront à nouveau dans la rue dès ce jeudi. Nous serons à leur côté dans la lutte pour exiger le retrait de votre projet néfaste pour les salariés de toutes catégories confondues. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général pour le groupe de l'Union centriste. Et Monsieur Vanlerenberghe, je vais lui donner la parole. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur spécial de la Commission, mes chers collègues. Le groupe Union centriste ainsi que l'ensemble des partis centristes ont depuis très longtemps milité pour une réforme universelle des retraites. Mais il faut bien en convenir, si la préparation de cette réforme par Jean-Paul Delevoye fut exemplaire dans sa démarche, le Sénat d'ailleurs y a largement contribué, la suite fut plus
chaotique, dirons-nous. Je ne reviens pas sur les propos du président Milon. Alors, que faire aujourd'hui pour réussir cette réforme? Rappelons tout d'abord qu'elle est nécessaire. Le système actuel est en perpétuelle recherche d'équilibre et génère trop d'inégalités. Il est injuste pour les carrières hachées, pour les personnes qui travaillent à temps partiel, pour les agriculteurs, pour les artisans, pour les commerçants, pour les femmes, sans parler des réversions. D'où la proposition d'une retraite de base garantie à 1 000 € par mois pour une carrière complète au SMIC et que nous approuvons. Rétablissons aussi la vérité pour tous ceux qui prétendent que le nouveau système sera par capitalisation. Fake news de plus. Le système à points reste par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les pensions des retraités. Avec le système à points, chaque heure travaillée donne des droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel. La réforme de plus ne s'appliquera que pour les générations nées après 1975, voire plus pour certains régimes, et les droits antérieurs, c'est ce qui a été précisé, seront garantis. Ceci dit, en l'absence d'études d'impact, donc avec prudence, nous portons une appréciation positive sur le système proposé, et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d'abord, la valeur de service du point ne baissera pas. Elle sera indexée sur le salaire moyen qui croît actuellement plus vite que le PIB. Les pensions continueront à croître au rythme de l'inflation, conformément à la loi de 1994, c'est ce que nous pouvons espérer. Deuxièmement, la gouvernance du système sera paritaire, confiée aux partenaires sociaux chargés de l'équilibre financier du système, comme les complémentaires Agirc-Arrco, rappelons-le, qui gèrent 80 milliards de pensions, sont à l'équilibre et possèdent même 70 milliards de réserves. Il n'y a pas plus bel exemple de réussite du paritarisme à la française, donc je suis tenté de lui faire confiance. L'architecture du nouveau système, on le voit, est simple et claire. L'équilibre se calcule entre les valeurs du point de cotisation, le nombre d'actifs, le montant des pensions et le nombre de retraités. Est-il besoin de faire des ajustements paramétriques avant sa mise en place? Nous ne le pensons pas. Ceux-ci se feront progressivement à condition de respecter un âge de départ à la retraite qui est précisé dans la loi à 62 ans, qui devra sans doute évoluer pour éviter les déséquilibres démographiques. En clair, mettons actuellement entre parenthèses l'âge pivot. À ce propos, l'idée d'une conférence financière nationale évoquée par Laurent Berger rejoint la proposition avancée récemment par les présidents du groupe parlementaire centriste à l'Assemblée nationale et au Sénat. Celles-ci devraient trouver des mesures d'équilibre du nouveau système. Elles doivent intégrer des nouveaux transferts de solidarité proposés par le gouvernement et aussi le déficit constaté par le corps pour 2025 qui provient pour moitié d'une baisse des recettes de l'État employeur. Celui-ci doit donc prendre sa part et ne pas se défausser, excusez l'expression, sur le secteur privé. La loi devrait par contre fixer une règle d'or contraignant la nouvelle caisse de retraite à l'équilibre sur 5 ans, par exemple. Quelques suggestions aussi pour rassurer les salariés, en particulier ceux qui exercent des métiers pénibles. Les critères qui définissent la pénibilité sont précis, mais à reconsidérer, notamment pour les charges lourdes. Elles doivent donner lieu à des points de bonification ou des années de retraite anticipée, c'est à préciser. Il faut aussi aménager la fin de carrière des seniors. Toutefois, une mise en garde, nous ne devons pas recréer des régimes spéciaux par branche ou entreprise. Les droits seront individuels et par métier. Enfin, concernant les régimes spéciaux, qui concernent 5% des actifs, et selon la Cour des comptes, ils sont budgétivores. 9 milliards sont versés pour compenser leur déficit, d'où la pertinence de passer à un système universel qui donnerait une base plus large, donc plus stable à ces dispositifs. Une dernière recommandation concerne la transition entre les deux systèmes. Je pense que 2 Français sur 3 relèvent du secteur privé, un quart du secteur public, où il existe des fortes disparités entre professions qu'il faut compenser pour le calcul de leur retraite. Compte tenu de ces disparités, la transition doit être différenciée, avec une durée plus ou moins longue avant la convergence dans le système universel.
Et les compensations financières sont en effet gérables dans le temps, avec la croissance de la masse salariale et aussi avec les réserves Agirc-Arrco et le Fonds de réserve des retraites, qui représentent au total 100 milliards, à condition évidemment néanmoins de ne pas les dilapider. Et voilà, je conclus, Monsieur le Président. Voilà des propositions qui me paraissent de nature à redresser les contre-vérités, à calmer les inquiétudes légitimes, à rassurer le plus grand nombre et à sortir, je l'espère, du conflit actuel. Enfin, il appartient maintenant au Parlement de graver dans le marbre de la loi ses principes et les nouvelles orientations pour un système universel plus équitable, plus juste et plus solidaire. Le gouvernement serait bien inspiré, Monsieur le ministre, après avoir consulté et négocié avec les partenaires sociaux, d'écouter aussi le Parlement, et notamment le Sénat, qui s'est beaucoup investi dans cette réforme, comme il le prouve encore aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 34 jours que nous vivons une crise sociale majeure, la plus longue que nous ayons eu à connaître. 34 jours d'incertitude, 34 jours où de nombreux Français craignent pour leur avenir ou celui de leurs proches, 34 jours où s'exprime majoritairement le rejet du projet porté par le pouvoir en place, 34 jours où les grévistes en lutte perdent une partie de leur salaire, 34 jours où une partie des Français ne peuvent plus mener une vie normale. Le gouvernement, de son côté, se félicite, Monsieur le Ministre, d'une réforme des retraites bien calibrée, bien pensée, dont chaque point était soupesé, disséqué et qui a nécessité 2 ans de travail. Finalement, la meilleure qu'un gouvernement n'ait jamais portée, en somme. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de rejet. De ce fait, pas d'inflexion. C'est droit dans ses bottes de hussard que le Premier ministre mène ce travail, y compris en nous imposant une procédure accélérée. On sent néanmoins que la fébrilité vous gagne, car bien que représentant du soi-disant Nouveau Monde, vous utilisez les mêmes vieilles recettes, les mêmes rengaines. Rien de mieux pour décrédibiliser le mouvement social que de dénoncer une minorité de privilégiés bloquant le pays pour conserver leurs avantages. Mais de quels privilégiés parle-t-on? De ceux qui ne souhaitent pas partir toujours plus tard, c'est vrai, toujours moins dotés, c'est vrai, en mauvaise santé, c'est vrai. Cela m'ennuie de répéter devant vous, Monsieur le Ministre, une chose que vous savez déjà, vous qui êtes un homme du Nord. Un ouvrier a 6 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Quant à l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, elle est de 64 ans et demi pour les femmes, 63 ans et demi pour les hommes. L'âge pivot de 64 ans est donc une aberration, une régression sociale, mais ce n'est pas la seule ligne rouge pour nous. Car avec la réforme qui se profile, l'ouvrier qui a les conditions de travail les plus pénibles ne partira pas plus tôt en retraite que le cadre. Il ne récupérera jamais les 6 ans d'écart de différence d'espérance de vie. Les plus modestes paieront la retraite des plus favorisés et on nous parle d'égalité. Oui, cette réforme, Monsieur le Ministre, est structurellement inégalitaire. Et pour viser l'égalité et la justice sociale, il ne suffira pas de moduler l'âge pivot, ni même de reculer sur ce paramètre financier. Il faut revoir la prise en compte de la pénibilité. Rappelons à cet égard qu'une des premières mesures d'Emmanuel Macron a consisté à revenir sur les 10 critères de pénibilité mis en œuvre sous le précédent quinquennat au profit des salariés que le travail use. Le MEDEF les trouvait trop compliqués. Traduction dans les faits, donc trop favorables aux salariés. Le gouvernement les a réduits à 6. Désormais, pour pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite quand on est exposé aux facteurs de pénibilité, il faut soit être victime d'invalidité, soit souffrir d'une maladie professionnelle, donc avoir dit définitivement adieu à une retraite en bonne santé. Car à quoi servaient ces 10 critères du compte pénibilité? À acquérir des droits spécifiques à la formation pour évoluer professionnellement, à réduire son temps de travail en fin de carrière ou sa durée d'activité pour partir plus tôt à la retraite. N'oublions pas non plus que le taux d'emploi des plus de 60 ans dans notre pays, mes chers collègues, est de 32,2% en 2019. C'est bien toute une partie de la population que vous allez plonger dans une trappe à pauvreté sans fond. C'est bien parce que nous avons pris nos responsabilités
et réussi à sauver notre système universel de retraite par répartition avec la réforme Touraine, que nous pouvons dire aujourd'hui qu'une autre voie est possible. Le système actuel est perfectible, naturellement. Il peut et doit encore évoluer. Mais l'argument d'autorité employé par le gouvernement actuel est un leurre. Il n'y a pas d'urgence à réformer du fait d'un soi-disant sous-financement du système des retraites. Et encore moins de le faire dans ces termes. Gouverner, Monsieur le Ministre, en instrumentalisant la peur des Français est délétère pour la démocratie. Notre système est viable, mais améliorable, avec plusieurs axes qui doivent être au centre de nos réflexions. Prise en compte de la pénibilité et des carrières longues qui doivent être au centre d'une réforme juste. Amélioration de l'égalité homme-femme en renforçant prioritairement l'acquisition des droits à la retraite pour les carrières discontinues et les droits dérivés. Parce que le niveau de vie et l'espérance de vie sont fortement corrélés, le financement du système de retraite doit responsabiliser davantage les entreprises en fonction de leur politique en matière de pénibilité et de santé au travail, ainsi que les hauts revenus, puisqu'ils sont le plus longtemps à la retraite. Ces nouvelles sources de financement doivent permettre de garantir à moyen et long terme le niveau de vie des retraités. Et je conclus, Monsieur le Président, tels sont les axes du progrès social que nous entendons porter au débat. Entendez-nous, Monsieur le Ministre, ne méprisez pas les Français, ne méprisez pas le Parlement. Votre réforme devait rassurer, c'est déjà un échec. Le climat de régression sociale dans lequel vous menez vos travaux ne peut qu'accentuer la déchirure du tissu social. Réformer le système de retraite, c'est refonder le pacte social. Quand allez-vous écouter la population pour présenter un projet d'avenir, un projet de confiance, un projet de justice sociale? Votre projet a l'impact indéterminé, systématiquement et paramétriquement incontrôlé et fondamentalement injuste. Monsieur le ministre, retirez votre projet. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Stéphane Artano pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 1945, le Conseil national de la Résistance souhaitait déjà donner une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Bien plus qu'un acquis social, notre système de retraite par répartition incarne les valeurs humanistes chères au groupe RDSE et qui sont au cœur du pacte républicain. 75 ans plus tard, ce pilier de notre équilibre social est de plus en plus fragilisé par une évolution démographique défavorable et un déficit qui pourrait devenir important. Selon les prévisions du COR, le régime serait déficitaire de 8 à 17 milliards d'euros en 2025 et la trajectoire se dégraderait jusqu'en 2030. Cette situation ne date malheureusement pas d'hier. En préface du livre blanc sur les retraites, Michel Rocard rappelait que nous avons vis-à-vis des générations futures un devoir de lucidité et un impératif de solidarité. Nous leur devons des choix pour garantir leur avenir. C'était en 1991. Cela fait bientôt 30 ans que les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, tentent d'apporter des réponses satisfaisantes en vain. Et cela fait plusieurs années que nos concitoyens, notamment nos jeunes, sont particulièrement inquiets quant à l'avenir du système actuel. Ce dossier est en instance depuis trop longtemps. Oui, une réforme de notre système de retraite est évidemment nécessaire. En effet, ne rien faire menacerait la pérennité de notre régime par répartition et hypothéquerait l'avenir des générations futures. On ne peut se permettre de faire peser sur les générations à venir tout le poids du financement de nos retraites. Cela ne serait pas raisonnable. Et comme l'a récemment rappelé le président Jean-Claude Requier dans cet hémicycle, ne rien faire serait tout simplement irresponsable. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous n'ayons trouvé ni le ton ni les mots d'une réforme juste. C'est pourquoi nous notons la volonté du gouvernement de mettre en place un régime universel de retraite par points, tel que le président de la République s'y était engagé pendant la campagne présidentielle. Le groupe RDSE est globalement, mais pas unanimement, Monsieur le Ministre, favorable et l'a rappelé à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle. Toutefois, comme nous l'ont rappelé nos concitoyens lors des grèves qui durent depuis plus d'un mois, la méthode du gouvernement interroge. Et nous avons surtout besoin de plus de clarté sur le financement des futures retraites. Cette réforme ne doit pas être synonyme de rupture sociale ni de paupérisation des Français. Oui, Monsieur le Ministre, une réforme systémique est nécessaire et le souhait du gouvernement de mettre en place un système
qui repose sur 3 grands principes dont l'universalité, l'équité et la responsabilité est honorable. Ainsi, pour garantir la pérennité et l'universalité de notre système des retraites, il est souhaitable d'adapter un régime identique dans ses fondements pour tous les Français. C'est sans doute l'utilisation du terme universel qui crée autant d'incompréhension dans la population. Cependant, un système équitable doit permettre de mieux protéger nos concitoyens en tenant compte notamment des périodes de maternité, des carrières heurtées ou de la pénibilité, qui pour nous est un élément essentiel dont il faut tenir compte. À titre d'exemple, comment imaginer qu'un marin-pêcheur doive travailler jusqu'à 64 ans, comme le suggère l'état actuel du projet gouvernemental? Dès lors, comment peut-on raisonnablement penser qu'un euro puisse ouvrir les mêmes droits pour tous? Par ailleurs, le pacte originel, imaginé en 1945 par le Conseil national de la Résistance, prévoyait le maintien des régimes spéciaux antérieurs pour une période provisoire. Le Conseil d'orientation des retraites s'est lui-même interrogé à plusieurs reprises sur la simplification de notre système de retraite particulièrement complexe. Ainsi, votre projet d'alignement des régimes spéciaux semble s'inscrire dans cette logique historique. Mais est-ce pour autant possible? Cette réforme suscite une réelle inquiétude, la défiance, le mécontentement et la colère d'une partie de nos concitoyens. Aussi, pour sortir de l'impasse, plusieurs secteurs ont obtenu des aménagements, voire le maintien de leurs spécificités. Les régimes spéciaux laisseraient ainsi la place à des régimes spécifiques, mais basés sur quelle universalité? Lors d'un débat sur la réforme des retraites à Rodez, le 3 octobre dernier, le président de la République avait affirmé qu'il n'accepterait aucune exception dans son futur régime universel des retraites. Et lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, il a de nouveau rappelé que ce projet était un projet de justice et de progrès social parce qu'il assurait l'universalité. Loin de toute intention de ma part d'opposer le secteur public et le secteur privé, au regard des adaptations qui semblent se décider, n'est-il pas à craindre, Monsieur le Ministre, une fracture de notre pays qui verrait un régime universel s'adresser essentiellement aux salariés du secteur privé? Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue René-Paul Savary pour les Républicains et rapporteur du dossier retraite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au niveau du groupe des Républicains, nous ne sommes pas farouchement opposés à une réforme. Nous avons déjà prouvé que nous avions l'esprit réformateur depuis un certain nombre d'années, quand nous étions au pouvoir, avec des décisions particulièrement importantes qui ont fait qu'on a maintenu à l'équilibre ce niveau de ce système de retraite, rappelons-le. Et ces réformes, Monsieur Levrier, n'étaient pas seulement des réformes financières, c'était également des réformes de justice, puisqu'elles s'accompagnaient d'un rapprochement des droits entre les différents régimes. C'est important. Alors notre groupe n'est pas forcément hostile, mais il commence à se poser de plus en plus d'inquiétudes, et je reprendrai un peu les propos de Jean-Marie Van Reenberg. L'affaire avait bien commencé, je ne suis pas sûr qu'elle se termine tout à fait bien. Et quand nous avons fait des déplacements en Europe avec le haut-commissaire, on a bien vu qu'ailleurs, ils avaient renoncé à un système unique. Ils étaient partis sur un système qui rapprochait les différents régimes complémentaires. On maintenait les régimes complémentaires. Nulle part en Europe, il n'y a de régime unique. Nulle part en Europe, on part avec un âge légal à 62 ans. Nulle part en Europe, on met tous les œufs dans le même panier, en écartant systématiquement la capitalisation. Nous, les Français, plus malins que d'autres, nous allons inventer un nouveau régime, le régime unique, en supprimant les 42 régimes qui sont équilibrés à terme. Et les régimes spéciaux, certes, mais qui sont maintenus jusqu'en 2037. Donc on voit bien que s'il y a des inégalités, elles vont perdurer. Donc soyons attentifs à ce qu'il y ait un peu plus de simplicité. On voit bien qu'on va casser des systèmes qui sont certes différents, c'est le poids de l'histoire. Et quand on pense aux indépendants, qui ont un système équilibré, avec des taux de cotisation différenciés, on va arriver à quoi? Plus de cotisations, moins de pension, une pension moindre, avec des compensations de CSG, avec des bases qu'il faudra calculer de façon différenciée, ce qui ferait qu'il y aura des politiques différentes selon, là aussi, les catégories de métiers. On n'arrivera pas forcément à en sortir. Ce ne sera pas forcément plus simple et nos inquiétudes sont grandissantes. Inquiétude également pour les femmes.
Inquiétude pour les femmes, puisque, disons-le, une pension de 5% dès le premier enfant, ça ne compense pas les trimestres qui vont être supprimés aujourd'hui. Donc, véritablement, il faudra faire là aussi des efforts par rapport à cette politique familiale. Et quant à la pension de réversion, on voit bien que le décalage à 62 ans de l'âge à partir duquel il est possible de percevoir une pension de réversion constitue plus une régression sociale qu'une progression. Là aussi, nous aurons besoin de précision. Enfin, bien entendu, ça a été bien précisé par le président Milon, nous sommes inquiets quant à l'équilibre financier de ce futur projet de loi. Si les réformes, j'y reviens, n'avaient pas été prises antérieurement, nous serions à plus de 20% du PIB. 40 milliards supplémentaires en ce qui concerne le système de retraite, il serait intenable, il serait déjà largement déséquilibré. Mais là, on a quand même de sérieux doutes, Monsieur le ministre, en ce qui concerne l'équilibre financier de ce nouveau système, ce 43e système unique que vous allez proposer. Vous n'avez jamais expliqué comment seraient financés les nouveaux mécanismes de solidarité, notamment, par exemple, pour les basses pensions. Le minimum contributif pour carrière complète à 1 000 €. C'est quand même un poids financier d'environ 2 milliards d'euros qu'il faudra trouver, bien entendu. Et au fil des semaines, Monsieur le ministre, on voit bien que le gouvernement donne droit, en catimini, à des revendications catégorielles touchant certaines professions sans que jamais les conséquences financières ne soient évaluées. Et on crée des spécificités par rapport aux régimes spéciaux, et demain on créera des régimes supplémentaires à la place des régimes complémentaires parce qu'il faudra tenir compte de ces spécificités. Et quant à cette mesure, quant à l'âge pivot, ma foi, on en reparlera plus tard. Pas d'histoire d'argent entre nous. C'est pas tout à fait comme ça que nous avions envisagé la confiance à donner à nos concitoyens pour faire en sorte que le régime de retraite soit un régime qui garantisse le niveau de pension et qui garantisse un âge de départ à la retraite que demain nous ne pourrons pas connaître. Donc la confiance n'est pas au rendez-vous. Preuve en est, c'est que nous avons un certain nombre de manifestations qui continuent à poindre leur nez. Et Monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous conseiller, pour conclure, d'écouter le Sénat. Nous avons fait des propositions lors des différents PLFSS pour équilibrer ce régime de retraite qui est dans un déséquilibre organisé par absence de compensation. Et derrière, s'il y a des mesures d'âge à prendre, il faudra trouver des critères universels de prise en charge de la pénibilité. Cela a été dit, j'insiste dessus. Bien entendu que nous sommes attachés à cette pénibilité. Elle doit être prise en compte en fonction du poste de travail, pas forcément du statut, mais identique qu'on soit salarié du privé ou du public ou indépendant. Voilà des mesures que nous sommes prêts à vous formuler si, bien sûr, nous avons le sentiment d'être écoutés. Ce n'est pas le sentiment que nous avons eu jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Bismarck disait « Les lois, c'est comme les saucisses, il vaut mieux ne pas savoir comment elles sont préparées ». Mais les Français ne sont pas comme Bismarck, ils préfèrent le savoir. Et nous, parlementaires, encore plus. D'où l'utilité de ce débat, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales. Lorsqu'un gouvernement décide une réforme des retraites, Monsieur le Ministre, on sait d'avance qu'il y aura des bosses sur la route. En France, la réforme porte en elle la grève comme la nuée l'orage. Notre pays est donc reparti pour une nouvelle crise de nerfs, énième tentative de remake de 1789, qui menace désormais de se renouveler tous les ans. Vous avez les grèves et les manifs, comme Juppé en 1995, comme Raffarin en 2003, comme Villepin en 2006, comme Fillon en 2010, comme El Khomri en 2016, comme Macron l'an dernier. Enfin, un sport où nous sommes champions du monde incontestés. Marx disait que l'histoire se répète, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce, mais au 25e épisode, ça n'est plus une farce, c'est carrément une série Netflix, et en l'occurrence une mauvaise. Les grèves, c'est long, surtout vers la fin et surtout pour ceux qui les subissent. Mais les bloqueurs se moquent de ceux qui les subissent. Et voilà comment le pays est aujourd'hui en marche,
mais en marche arrière, et comment depuis un mois les Français sont en marche, mais en marche à pied. Au moment où, dans le calme, nos voisins européens ont tiré les conséquences de l'allongement de la vie en instaurant la retraite à 65 ans, en France, les démagogues du Rassemblement antinational, de la France soumise à Cuba et de la CGT proposent la retraite à 60 ans. Pour eux, l'argent public, c'est comme l'eau bénite, tout le monde se sert. Mais à part eux, tous les Français savent que la réforme est inéluctable. Déséquilibre démographique, déficit structurel, inégalités criantes sont une épée de Damoclès sur les retraités et sur les futurs retraités dans un pays où le système coûte 14% du PIB contre 10% en moyenne en Europe. Une majorité de nos concitoyens sont plutôt favorables à l'universalité du nouveau système, aux mesures en faveur des femmes, des agriculteurs, des titulaires de petites retraites ou de carrières hachées, à la suppression des régimes spéciaux pour lesquels les Français, qui partent en retraite à moyenne à 63 ans et demi, payent 8 milliards pour que d'autres partent à 52 ou 57 ans. Alors pourquoi une telle confusion aujourd'hui? Pas seulement parce que nous sommes, dit-on, des Gaulois réfractaires, ni même parce que la CGT a pour devise « je bloque donc je suis », mais aussi parce que le service après-vente a connu des ratés. Le gouvernement a réussi à rassembler, mais hélas contre lui, en suivant une ligne droite qui a beaucoup zigzagué. Je ne lui jette pas la pierre puisque, comme je le disais, chaque réforme depuis 50 ans met des centaines de milliers de gens dans la rue et personne n'a jamais trouvé la recette pour l'éviter. Mais nous aimerions quelques clarifications. Notre première inquiétude, c'est de voir chaque étape de la négociation augmenter la facture. Nous voudrions connaître le chiffrage exact de l'augmentation des dépenses publiques induite par toutes les mesures nouvelles annoncées chaque jour. Bien sûr que le Premier ministre a raison de refuser les distinctions purement fictives entre réformes systémiques et réformes paramétriques. Le système doit être équilibré sur le long terme et il doit l'être sur le court terme, c'est une évidence. Âge pivot ou augmentation pure et simple de l'âge de départ, c'est un débat assez académique à mes yeux. Je crains seulement que dire qu'on va faire cette réforme en l'équilibrant grâce au seul âge pivot, et a fortiori sans lui, c'est comme prétendre qu'on va faire rentrer un édredon dans une valise. Il va falloir nous expliquer comment. Deuxième inquiétude, les concessions qui s'accumulent à chaque rencontre avec les partenaires sociaux et qui ont abouti dans les faits au maintien de plusieurs régimes particuliers, souvent justifiés, sont-elles terminées? Ou bien va-t-on, à travers les mesures de compensation demandées à la RATP et à la SNCF, les faire payer par des entreprises qui cumulent la sous-rentabilité, le surendettement, l'effondrement de la qualité des services rendus et le sous-investissement? Visiter les toilettes dans l'Intercité de 50 ans, je dis bien 50 ans, que je prends chaque semaine, vous vous demandez à quel moment on a fait un looping. Enfin, beaucoup de gens attendent une réponse précise sur le devenir des 130 milliards d'excédents des régimes autonomes. Si ces réserves, fruits de l'épargne et d'une bonne gestion, devaient devenir la variable d'ajustement d'une facture trop lourde, j'ai peur que beaucoup de gens qui vous sont plutôt favorables deviennent quelque peu courroucés. Monsieur le ministre, cette réforme est indispensable et il faut savoir gré au gouvernement de l'avoir lancée. Nous souhaitons pouvoir la voter, comme le Sénat en a voté d'autres depuis 2 ans sur le Code du travail, l'école ou le statut des cheminots. Mais notre grande question à ce stade, c'est quelle réforme exactement? Vous l'avez compris, nous voulons savoir comment sont fabriquées les saucisses, mais nous souhaitons aussi qu'à la sortie, elles ne soient pas saucissonnées. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant donner la parole au ministre. Si vous voulez bien, Monsieur le ministre, pour nous éclairer, répondre aux orateurs des groupes, puis nous passerons au débat. Vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous le permettez, en préambule, je voudrais vous souhaiter la bonne année à l'ensemble des parlementaires, des membres de cette Haute Assemblée, puis l'ensemble des collaborateurs qui contribuent à son rayonnement. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux de me tenir parmi vous pour ce moment d'échange que vous avez souhaité, cela a été dit à plusieurs reprises, pour nous permettre de débattre. Et je vous en remercie sur la réforme des retraites. Aucune politique publique n'a sans doute donné lieu à autant de travaux que la réforme des retraites.
Je sais d'ailleurs qu'au Sénat, car j'y ai été invité aussi pour cela, et je vous en remercie à nouveau, vous êtes sans doute parmi les mieux placés pour le savoir, car vous y avez contribué par de nombreux rapports, préconisations ou même débats organisés à plusieurs reprises et colloques. Au fil des réformes précédentes, les gouvernements successifs et les partenaires sociaux ont eu à prendre des décisions importantes, parfois difficiles. D'ailleurs, cela a été rappelé par plusieurs d'entre vous dans les prises de parole pour contribuer à équilibrer notre système de retraite. En dépit de ces efforts bien réels, notre système reste par ailleurs trop injuste, complexe, peu lisible et plus que tout inadapté à la réalité de notre société d'aujourd'hui, à la réalité de nos parcours professionnels, aux nouvelles précarités, en un mot, aux défis de demain. Aujourd'hui, de nombreux pays en Europe et au-delà ont ouvert le débat sur la protection sociale, d'où il ressort deux modèles radicalement distincts, l'individualisation et l'assurance, d'une part, le collectif et la mutualisation, d'autre part. C'est résolument ce second choix que le gouvernement a fait et conformément à l'engagement du président de la République pris devant les Français et les Françaises en 2017, c'est comme cela que nous voulons construire et nous construisons la grande transformation de notre système de retraite. Cette refondation, nous entendons qu'elle préserve le cadre auquel sont profondément attachés les Français et qui, je crois, a été rappelé ici aussi. Il s'agit de celui d'un système de retraite par répartition fondé sur la solidarité entre les générations où les actifs d'aujourd'hui financent par leurs cotisations les retraites d'aujourd'hui. Pour y parvenir, et parce que nous avons mis le dialogue social au centre de notre action, cela a été aussi rappelé, notamment par les travaux menés par Jean-Paul Delevoye, nous avons mis une méthode qui a permis, durant près de 2 ans, de laisser le temps de la concertation approfondie. Je crois que ce temps était nécessaire, car lorsqu'on veut travailler sur le fond, un dossier aussi important et sur le fond qui fait réagir, on le voit ici dans l'hémicycle et on le voit aussi à l'extérieur de cet hémicycle, il fallait prendre le temps de s'écouter et de se parler. Ces concertations, si elles continuent bien sûr, et j'y reviendrai sans doute dans les questions que vous me poserez, eh bien, elles ont conforté la conviction du gouvernement à rassembler les Français autour de 3 principes qui sont le cœur de ce système universel de retraite. D'abord, l'universalité. Elle garantira une protection sociale plus forte, plus durable, parce qu'elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession et assurera aussi une meilleure liberté et une mobilité professionnelle. Tous les Français seront affiliés au régime universel, quelle que soit leur activité professionnelle ou le statut sous lequel ils l'exercent, ce qui n'interdira pas la prise en compte de certaines spécificités. Le rapporteur spécial le soulignait tout à l'heure, ainsi que d'autres intervenants. L'équité et la justice sociale, pour faire en sorte de marquer une solidarité forte de notre pays vis-à-vis des Français les plus fragiles. Le président Kanner s'inquiétait de cela tout à l'heure. Il parlait d'une trappe à pauvreté, mais je lui dis, le projet du gouvernement prévoit une pension minimale d'au moins 85% du SMIC net pour une carrière complète. Et d'ailleurs, ce sujet, nous pouvons encore l'améliorer puisque c'est l'objet des concertations que moi-même j'ouvrirai demain avec les partenaires sociaux. Dans le système futur, le bénéfice du minimum de retraite sera accordé à partir de l'âge du taux plein. Et nous proposons aussi, car cela fait partie des progrès sociaux de cette grande réforme, nous proposons aussi que, aujourd'hui, toutes celles et tous ceux, essentiellement celles, près de 80 000 sur les 120 000 chaque année, qui doivent travailler jusqu'à 67 ans, puissent partir plus tôt jusqu'à 64 en obtenant plus vite l'âge d'annulation de la décote. Enfin, la responsabilité des acteurs en premier lieu. Elle suppose que dans le cadre de la trajectoire définie par le Parlement et le gouvernement, les partenaires sociaux, j'ai aussi entendu que dans cette haute assemblée, on était attaché à voir le paritarisme fonctionner. Et d'ailleurs, il a été souligné par au moins l'un des intervenants qu'ils avaient réussi avec succès dans le pilotage de l'Agirc Arrco. Ils seront donc pleinement concernés par le pilotage de ce système universel. Responsabilité aussi à l'égard des jeunes générations à qui il serait irresponsable de demander de payer en plus de nos retraites celles de nos parents. Responsabilité pour finir d'être lucide sur notre évolution démographique. Fidèle à l'engagement du président de la République, le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal de départ à la retraite qui sera maintenu à 62 ans.
Mais nous faisons aussi le choix de la liberté donnée à l'individu en incitant les Français à travailler un peu plus longtemps dans le but de garantir les pensions et de financer un niveau élevé de solidarité. Et d'ailleurs, la question m'a été aussi posée sur la façon dont nous financerions les nouveaux droits. Eh bien, il est important de comprendre que cet équilibre fonctionne aussi parce que nous avons la capacité, sans doute aujourd'hui, parce que l'expérience de vie progresse, et puis parce que la loi de 2003 a rappelé les choses en matière de répartition sur le temps qu'il était gagné dans l'espérance de vie, de travailler un petit peu plus. Le système universel de retraite, nous le savons, doit également répondre à un objectif de soutenabilité et d'équilibre financier. Son fonctionnement devra assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité. C'est une priorité pour le président de la République et pour le gouvernement, priorité partagée d'ailleurs par de nombreux partenaires sociaux. Dès maintenant, nos consultations ont débuté avec le Premier ministre sur la méthode qui permettra soit d'atteindre un équilibre qui pourra se substituer à la solution proposée, soit d'améliorer celle-ci en tenant compte des propositions des syndicats. Vous le savez, la CFDT a récemment fait une proposition d'une conférence de financement qui a fait l'objet d'une réponse positive de la part du gouvernement. Concrètement, et pour répondre à un certain nombre des questions que vous avez soulevées, ce ne sera pas exhaustif, j'imagine, Monsieur le Président, que vous reviendrez vers moi dans les échanges que nous aurons. Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 permettront l'acquisition de points dans les mêmes conditions, quel que soit le statut. C'était la question que certains nous posaient sur l'universalité. Eh bien, nous savons que les rémunérations à compter du 1er janvier 2025 permettront l'acquisition de points dans les mêmes conditions, quel que soit le statut. Les droits de solidarité ont été évoqués aussi, interruption volontaire d'activité, droits familiaux, droits conjugaux, droits à départ anticipé au titre des carrières longues ou de la pénibilité. Je voudrais aussi rassurer le président Patrick Kanner sur ce sujet, puisque le projet du gouvernement est bien de maintenir l'ensemble de ces dispositions de carrière longue et de pénibilité. Les conditions de départ seront également harmonisées au terme de la transition vers le nouveau système. La première génération concernée sera celle née en 1975 pour le droit commun parce qu'elle atteindra tout simplement l'âge légal de départ de 62 ans en 2037, comme l'a annoncé le Premier ministre. Pour toutes les générations concernées, nous gardons le même principe de justice. Les règles changeront pour les citoyens qui sont en 2020 à plus de 17 ans de leur départ en retraite. Pour autant, vous le savez, le Premier ministre l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, la mise en place du système universel ne signifie pas l'application de règles rigides, identiques pour tous. C'est l'engagement pris d'ailleurs dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous l'avions évoqué déjà à l'époque. Ces adaptations opérées concernent donc les taux de cotisation, les conditions de départ en retraite. Elles avaient été annoncées dès 2017. Elles figurent explicitement dans les préconisations du rapport d'Andevoie de juillet 2019. Elles ont été confirmées par le Premier ministre devant le CESE le 11 décembre dernier. Mesdames et messieurs les sénateurs, la volonté du gouvernement n'est pas de mettre les Français dans un modèle unique. C'est précisément dans cet esprit que nous concertons avec les professions pour préparer l'entrée dans le système universel dans les meilleures conditions, sans brutalité, selon les transitions les plus adaptées pour converger dans le système universel. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, je vous remercie. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant procéder au débat sous la forme d'une série de 15 questions-réponses. Je rappelle que les modalités en ont été fixées par la conférence des présidents. Chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question et, Monsieur le Ministre, réponse du gouvernement d'une durée équivalente, c'est-à-dire de 2 minutes. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition qu'il n'ait pas dépassé les 2 minutes initiales. Voilà les règles qui sont les règles de notre débat. Je donne la parole, et on parle de sa place, à Monsieur Martin Lévrier pour le groupe de La République En Marche. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Au fil des semaines, lors du débat sur la retraite universelle, est apparu un